Bonjour, on recommence. Bonjour tout le monde et bienvenue dans ce nouveau vlog. Donc ce week-end, direct, ce week-end j'ai terminé, enfin plutôt hier soir, vraiment je pensais que je puisse terminer avant, mais en fait je ne l'ai terminé que dimanche soir. Sur le chemin de la clandestinité de Josica, c'est le tome 2, la suite immédiate de Sur le chemin de l'illégalité. Et je pensais que du coup l'histoire se terminerait là, et en fait vu la fin du tome 2, ça induit une suite, même si pour l'instant visiblement n'existe pas, hein. Celui-ci est sorti là en janvier ou en février 2025, donc il est très récent, donc on va lui laisser le temps d'écrire la suite. Mais du coup ça m'a un petit peu déçue parce que je pensais vraiment avoir toute l'histoire de ce qui lui est arrivé pour qu'elle en arrive là aujourd'hui. Mais non, il y a encore du chemin, il y a encore des petits trucs à apprendre. Donc là dans ce tome 2 elle est en Allemagne, elle est hébergée par un homme qu'elle ne connaît pas. Je sais plus trop dans le 1 comment elle avait eu ce contact, si c'est par son frère ou un ami de son frère, je me souviens plus honnêtement. Mais en tout cas elle est hébergée par quelqu'un qu'elle ne connaît pas à la base, mais elle n'a pas trop le choix, hein. Elle a nulle part où aller, donc elle accepte de cohabiter avec lui. Il prend tout en charge, il n'y a pas de souci, tout ce qui est alimentaire, il lui demande pas d'argent et tout, mais il attend en fait, pour lui en fait, c'est un investissement. Il est sûr qu'elle va tomber amoureuse de lui et que ils vont finir comme un vrai couple, avoir des enfants, et du coup ça leur permettra d'avoir leurs papiers légalement pour vivre légalement en Allemagne. Sauf que Josie c'est pas du tout son plan, elle vient pas en Europe pour trouver un mec, ni pour avoir un bébé, elle a d'autres comment dire, elle a d'autres ambitions, elle n'est pas contre le fait d'avoir des enfants, mais elle préférerait pouvoir choisir le père et être sur la même longueur d'onde, tout simplement. Et en fait, petit à petit, va s'installer une ambiance vraiment très malsaine dans ce faux couple, en fait, parce que lui, il va tout faire comme si c'était vraiment sa femme, alors que Josie essaie juste de garder ses distances et tout en gardant un toit, en fait, parce que le problème, c'est qu'elle ne parle pas la langue du tout. Donc c'est très compliqué pour elle, même si elle apprend petit à petit, elle va à des cours de langue. Il y a quelque chose qui l'aide vraiment, c'est sa foi en Dieu. Je me dis heureusement qu'elle l'a, parce que sinon je sais pas quel chemin elle aurait choisi. Mais on voit vraiment dans ce tome 2, déjà dans le tome 1 on voyait que la religion était très importante pour elle. Dans ce tome 2 aussi, même si elle doute, elle tient bon. Et à la fin, à la toute fin, voilà, on voit qu'il y a quelque chose qui se passe. Et elle, j'imagine qu'elle le prend comme un signe de Dieu. Moi je suis pas croyante, donc j'ai tendance à voir ça d'un œil totalement différent, mais chacun est libre de croire ce qu'il veut. Et je suis parfois un peu jalouse des personnes qui sont croyantes, parce que il y a des moments dans la vie, on vit des moments difficiles, hein, les uns autant que les autres, et il y a des fois où je me dis finalement les personnes qui ont foi, qui croient en quelque chose, je me dis que ça doit les aider dans certains moments pour s'accrocher à quelque chose et avancer, remonter la pente. Donc des fois je suis un peu jalouse de ces personnes-là, parce que moi qui ne crois pas en Dieu, hein, j'aimerais bien, mais je n'y arrive pas, j'ai un esprit beaucoup trop cartésien je crois pour ça. Mais en tout cas Josie, ça l'aide beaucoup. J'ai eu beaucoup de peine pour elle, parce que il est vraiment question de violence conjugale dans ce tome, ce que je ne voyais, enfin franchement je ne m'attendais pas du tout à ça. Ça m'a fait beaucoup de peine pour elle, mais en même temps, pareil comme dans le tome 1, j'ai beaucoup de... Enfin, j'arrivais vraiment pas à comprendre ses choix, en fait, parce que au Cameroun, elle avait son cabinet en tant que nutritionniste, qui fonctionnait, oui, c'était pas parfait, mais elle avait quand même une clientèle, elle avait quand même des revenus, et elle vient en Europe et elle se retrouve dans l'illégalité. Et du coup, même si elle cherche un travail, ce ne sera pas un travail qui sera dans son domaine, donc ce sera un déclassement. Et je me dis, après, vu ce qui se passe dans le tome 2, je ne vais pas vous dire comment elle arrive à s'en sortir, mais je me dis que ça, finalement, elle n'a pas besoin d'être en Europe pour le faire. Et au contraire, ça la met dans une situation de faiblesse.
Donc, j'ai encore beaucoup de mal à comprendre la Josie de ce tome 2. Mais pareil, c'est une histoire qui est vraie, c'est un parcours de vie, donc je ne me donne pas le droit de juger, ce sont ses choix, il y a sûrement quelque chose derrière qui n'est pas forcément dit, mais qui est ancré en elle. Et je pense le comprendre un petit peu quand même, parce que pour avoir quand même déjà pas mal rencontré de gens qui sont venus faire leurs études, alors pas en mode clandestin justement, mais qui sont venus faire leurs études en France, qui venaient d'Afrique, que ce soit du Sénégal, du Cameroun, du Maroc, euh, des Comores. Donc j'ai connu ces jeunes étudiants qui venaient en France, qui subissaient le racisme, mais qui restaient quand même parce que dans leur pays, la France était censée être l'Eldorado, le pays des droits de l'homme, les pays de la sécurité sociale, et tout ça. Donc je comprends ça finalement, et je pense que même Josie, elle est un petit peu dans ce schéma-là. Elle vient du Cameroun où, oui, le système n'est pas peut-être pas aussi juste qu'en France, mais voilà, il y a beaucoup de gens, je pense, qui idéalisent la France et je pense qu'ils vivraient mieux personnellement, même si c'est pas avec le même niveau de vie, ils gagneraient sûrement moins d'argent, mais ils vivraient mieux quand même en leur fort intérieur parce que bah ils seraient en... Ah, c'est compliqué à expliquer, mais je me dis que beaucoup de gens qui viennent en France en espérant une vie meilleure n'ont pas forcément une vie meilleure. Il y en a qui s'accrochent, qui persistent, alors que je me dis que ce serait peut-être beaucoup plus facile parfois bah, de retourner dans leur pays d'origine, au sein de leur famille, avec enfin, une langue qu'ils connaissent, des habitudes qu'ils connaissent et qu'ils retrouvent. Donc voilà, donc je pense que Josie, elle est aussi dans ce schéma où l'Europe c'est mieux, il faut s'accrocher pour réussir. Mais là, dans son cas, c'est compliqué parce que en étant clandestine, tu ne peux rien faire, tu peux pas sortir de chez toi, tu peux pas avoir de contrat de travail, tu peux rien faire. Enfin, elle arrive à faire des choses, je sais pas comment, mais l'Allemagne est peut-être plus facile que la France sur certaines choses, mais il y a des choses qui me paraissent compliquées, enfin qui me paraissent un peu utopiques en fait. Mais bon, si c'est ça vraiment ce qui s'est passé, je peux le concevoir. Donc voilà, donc c'était très intéressant également. Un peu moins divertissant que le premier. Le premier, ouais, c'était vraiment divertissant. Le deuxième, moins, parce qu'avec cette histoire de violence conjugale, ça fout un coup et on se dit, mais pourquoi tu pars pas? Enfin, on le comprend parce que c'est comme toutes les femmes battues, elles ont envie de partir, mais il y a des choses qui nous retiennent. Des fois, c'est les enfants. Ça peut être bah, justement le fait de ne pas avoir d'endroit où aller. Enfin, il y a plein de raisons pour lesquelles les femmes qui sont battues ne partent pas. Ça arrive à beaucoup de gens. Il y a même des fois où on ne peut pas l'imaginer, pourtant c'est vrai. Donc, bien sûr, Josie, elle se retrouve dans le même cas. Elle a besoin de partir, c'est une question de vie ou de mort, mais elle n'y arrive pas. Elle le remet toujours au lendemain, au lendemain, au lendemain. Et au bout d'un moment, quelqu'un va venir l'aider, heureusement. Donc voilà, donc j'imagine qu'il y aura un tome 3, donc on verra par la suite. J'ai beaucoup parlé pour ce tome. Et du coup, hier soir, j'ai commencé celui-ci. C'était pas prévu, mais vu que je le lis en lecture commune avec Alicia était prête, donc je lui ai dit, bah, allez, on y va. Donc, Changer l'eau des fleurs de Valérie Perrin, avec cette couverture totalement de saison, très printanière. Donc, il est assez long, 650 pages à peu près. Je l'ai commencé hier soir, j'ai lu 50 pages. Alors, j'ai été étonnée dès le départ parce qu'elle nous parle de... On est avec Violette Toussaint, qui au début on ne sait pas quel est son métier, on l'apprend très vite, mais elle nous dit au début, elle nous parle de ses voisins, et on comprend en fait qu'elle vit à côté de tombes, donc à côté d'un cimetière, et je dis ah bah tiens, moi aussi, à 50 mètres j'ai un cimetière, mais j'ai des voisins plus proches qui sont bel et bien vivants quand même. Mais du coup, ça m'a fait un petit peu sourire. Et du coup, en effet, Violette, elle est garde de cimetière, donc elle s'occupe de fleurir les tombes, d'entretenir les tombes, d'être là pour ouvrir la grille le matin, refermer et tout ça. Donc ça, c'est sa vie d'aujourd'hui. Et petit à petit, on en apprend un peu plus sur elle, sur son passé, ce qu'elle a fait avant, les gens qu'elle a rencontrés, son enfance, vraiment sa vie. Et ce qui est marrant, c'est que le premier chapitre, il fait une page. Je vérifie parce que pour pas vous dire de bêtises. Il fait une page. Le deuxième chapitre fait 3,
4 pages. Le troisième fait 1, 2, 3, 4, 5 pages. Donc vous voyez, de chapitre en chapitre, avec un premier chapitre qui fait 1 page, petit à petit, les chapitres sont un petit peu plus longs. Et je trouve ça chouette parce que ça me permet vraiment de commencer tout doucement, mais vraiment en slow life, vraiment. Et on sait pas trop à quoi elle ressemble au début, cette Violette, et très vite, enfin, elle est tout de suite attachante en fait. Et la plume de l'autrice, j'aime beaucoup pour l'instant. Au début, c'était un peu spécial parce que oui, elle nous disait qu'on était dans un cimetière sans nous dire qu'elle était dans un cimetière. Mais très vite, on comprend qui est Violette, comment elle vit, pourquoi elle vit comme ça, pourquoi finalement elle aime beaucoup être à côté de ces gens qui sont morts, d'accompagner les gens qui vont se recueillir sur les tombes. Enfin, franchement, c'est un univers. Et pour l'instant, ça me plaît beaucoup. Voilà, c'est slow, c'est lent, mais ça se met en place. C'est une histoire de vie. Et je sens que je vais beaucoup aimer Violette. Mais j'en attends un petit peu plus. Mais voilà, c'est ma nouvelle lecture que je vais déguster, que je vais lire tranquillement cette semaine. Et ensuite, il me restera... Je suis en train de regarder. En e-book, en fait, j'ai même 2 services presse à lire. Je pensais que j'en avais qu'un, mais en fait, j'en ai 2. Donc, il faudrait que je le case aussi. Donc, j'en ai 2 en numérique. Et là, j'en ai encore 1, 2, 3, 4 en physique, en plus de celui-ci. Mais nous ne sommes que le 12 mai. Donc, pour l'instant, ça va, je suis dans les temps. Mais c'est vrai que j'en ai des très très gros, là. Il faudrait que je les... C'est lourd, avec mon poignet qui en vrac. C'est pas facile. Celui-ci, je vais le repousser un petit peu. Je vais le lire avec Aurélie au mois de juin, début juin normalement. Donc je le mets de côté. Mais ça, je l'ai déjà reconduit. Enfin, la bibliothécaire me l'a déjà reconduit. J'étais déjà arrivée à 1 mois. Donc il faut que je le lise aussi assez vite. Et ah bah c'est le seul de la médiathèque qui me reste encore. Ah ouais. Je pensais en avoir encore plein à la médiathèque, mais en fait non. Non, bah en fait non, ça va. Donc celui-ci pour juin. Celui-ci, ça sera après, je pense, pour lire assez vite. Même si dans cette médiathèque, il y a quand même beaucoup de gens qui lisent du polar, mais plutôt du polar français. Thriller français. Donc là, c'est une autrice suédoise, je crois. Camilla Lackberg. Oui, c'est ça. Elle est suédoise. Donc voilà, normalement j'ai le temps, il n'y a personne qui l'attend, donc ça ira. Et puis après, bon, on verra avec les groupes avec que j'ai ce mois-ci à lire. J'ai de quoi faire. Mais en attendant, je vais lire Changer l'eau des fleurs. Et là, justement, aujourd'hui, enfin cet après-midi, j'ai décidé que ce sera un après-midi lecture. Donc j'y vais. Je vais m'installer dehors. Je ne sais pas si je vais me mettre au soleil ou à l'ombre, je ne sais pas encore. Mais en tout cas, je vais aller lire, profiter cet après-midi. Alors, nous sommes le lundi 19 mars. Je suis désolée pour le bruit, mais aujourd'hui il y a beaucoup de bruit. Je m'en excuse d'avance. Je couperai si vraiment, quand je regarderai la vidéo, si vraiment le son est pourri, je couperai, je recommencerai, mais bon, on verra bien. Alors, la semaine dernière, j'ai lu Changer l'eau des fleurs de Valérie Perrin. Je l'ai lu en lecture commune avec l'une d'entre vous. Je l'ai terminé samedi soir et franchement, c'était trop bien. Enfin, franchement, c'était une lecture qui se lisait extrêmement vite, vers laquelle j'avais sans arrêt envie de retourner. Enfin, franchement, il n'y avait aucun temps mort, aucun moment où je me suis ennuyée. Et il se passait tellement de choses. Il y avait toujours de la nouveauté, toujours des rebondissements. Et vraiment, j'ai beaucoup aimé le parti pris de l'autrice, de nous révéler les choses petit à petit, de parler du deuil, du cimetière. Ça m'a presque réconciliée avec les cimetières.
Et pour une fois, ça parlait de deuil, mais d'une manière qui m'a fait du bien. Et franchement, j'ai beaucoup aimé le personnage de Violette. Violette, elle est garde cimetière. Donc elle a une petite maison collée au cimetière. C'est elle qui ouvre le matin la grille, qui referme le soir. Elle arrose les fleurs sur les tombes quand les gens s'absentent. Enfin voilà, c'est vraiment une présence. Elle n'est pas toute seule parce que finalement, il y a les fossoyeurs qui viennent à chaque enterrement, enfin pour préparer la tombe, pour après refermer. Il y a les pompes funèbres. Donc il y a vraiment un microcosme qui gravite autour d'elle. Et du coup, ça lui fait beaucoup de compagnie. Mais une fois que le cimetière est fermé, bah, voilà, c'est un petit peu une deuxième vie pour elle, où elle est seule et où elle profite de la vie seule pour elle-même. Et on apprend qu'elle a vécu plusieurs drames dans sa vie. On va être témoin de certains pendant l'histoire. Et franchement, j'ai trouvé ça très original, très surprenant et très émouvant. Et en même temps, il y avait des choses très drôles. Enfin, franchement, j'ai tout aimé dans ce livre. J'ai tout aimé. Donc, je suis très contente de l'avoir enfin lu. Qu'est-ce qu'ils disent dans la quatrième de couverture, sinon? Je vais vous la lire. Normalement, il n'y a pas grand-chose de plus. Violette Toussaint est garde de cimetière dans une petite ville de Bourgogne. Les gens de passage et les habitués viennent se confier et se réchauffer dans sa loge. Avec la petite équipe de fossoyeurs et le jeune curé, elle forme une famille décalée. Oui, j'avais oublié, il y a aussi le curé. Mais quels événements ont mené Violette dans cet univers où le tragique et le cocasse s'entremêlent? Après le succès des Oubliés du dimanche, un nouvel hymne au merveilleux des choses simples. Et il a reçu le prix Maison de la Presse 2018. Donc franchement, si vous ne l'avez toujours pas lu, bon, je pense que la plupart des gens l'ont lu parce que c'était vraiment un best-seller. Mais moi, je ne l'avais pas encore lu. Et franchement, si vous ne l'avez pas encore lu, je vous le recommande à 100%. Et je lirai d'autres livres de Valérie Perrin, c'est certain. Et après, donc du coup, j'ai enchaîné sur ma liseuse avec un auto-édité. Enamorada, Le cœur a ses raisons, de Coralie Fuentes. C'est une romance, à peu près 450 pages. J'en suis à combien? J'en suis à 38% déjà, ça se passe très très vite. On est avec Iris. Iris, c'est une jeune femme, on ne sait pas trop quel âge elle a, mais elle a à peu près 30 ans. Elle est prof. Prof de quoi? Je sais plus, prof d'anglais peut-être? Bon, elle est prof dans un lycée ou un collège, je crois que c'est un lycée. Et en fait, donc elle vit à Lyon. Et dès les premières pages, en fait, ses parents ont un tragique accident. Ils meurent tous les deux. Et du coup, elle se retrouve toute seule, orpheline. Elle n'a ni frère et sœur, ni frère ni sœur. Et en revanche, ils vont lui laisser des biens, dont une maison d'enfance, enfin une maison de campagne en Espagne. D'ailleurs, le premier chapitre se passe en Espagne pendant qu'elle est enfant. Et on découvre qu'elle avait un meilleur ami qui s'appelait Nel. Et très vite, on apprend qu'il s'est passé quelque chose, enfin que Nel est mort, en fait, tout simplement, autant vous le dire. Hein. Nel est mort quand ils étaient encore enfants. Et après, voilà, on passe de elle, enfant, à peu près 10 ans. Et après, c'est 20 ans plus tard. Et donc, Iris qui reçoit ses biens de ses parents, elle est un petit peu perdue, elle ne sait pas trop ce qu'elle va faire, si elle va vendre, si elle va louer, si elle va conserver. Et suite au choc de la perte de ses parents, elle va partir quelques semaines, encouragée par sa meilleure amie, ses amis, le personnel de l'établissement dans lequel elle travaille, à prendre quelques semaines de vacances, de congés pour se remettre, pour voir ce qu'elle va faire dans l'avenir. Et du coup, elle décide de partir en Espagne dans la propriété de ses parents pour un peu la remettre en état parce qu'ils avaient des travaux à faire. Et donc voilà, donc elle est en Espagne. Et du coup, elle renoue avec sa maison d'enfance de campagne, avec les voisins. Et bon, je vous en dirai pas plus parce qu'il y a une romance. Mais pour l'instant, c'est très sympa. C'est très différent de l'autre livre que j'avais lu de l'autrice, où fleurissent les coquelicots. J'ai toujours du mal avec ce titre. Donc c'est très différent, mais c'est normal parce que l'autre était en partie autobiographique. Là, ça a l'air d'être purement fictionnel. Et franchement, c'est très sympa. Il y a juste un truc,
qui m'a un petit peu embêtée. À un moment, il y a un dialogue entre Iris, sa meilleure amie, au téléphone. Il apparaît 2 fois à quelques chapitres d'intervalle, mais exactement le même dialogue. Et ça m'a fait penser que la dernière fois avec son autre livre, j'avais eu le même problème. À un moment donné, il y avait, je sais plus si c'est un dialogue, ouais, je crois que c'était aussi un dialogue, qui apparaissait dans 2 chapitres séparés, de quelques chapitres. Donc, je ne sais pas si c'est fait exprès ou si elle ne s'est pas rendu compte. J'ai peut-être pas la version définitive aussi parce que c'est une version PDF. Donc je ne sais pas, il faudra que je lui pose la question parce que c'est peut-être une erreur de sa part et elle peut peut-être encore le corriger. Donc voilà, mais en tout cas pour l'instant je passe un excellent moment et pareil, il se lit hyper vite. Encore du bruit. Donc voilà pour mes lectures récentes. Je reviendrai vous en parler quand j'aurai fini cet e-book et je pense que ça clôturera en plus ce vlog. Voilà, bah, j'espère que vous continuez à passer de bonnes lectures. Me revoilà parce que j'ai terminé ma lecture sur liseuse. Le titre c'est Enamorada, quand le cœur a ses raisons, de Coralie Fuentes. Un carton s'est cassé la figure. De Coralie Fuentes, une autrice que j'ai déjà lue récemment. Elle a écrit Où fleurissent les coquelicots, qui était basée sur une histoire, sur des faits réels, sur sa propre histoire. J'avais beaucoup aimé. Alors là, c'est une romance. C'est moi qui ai sollicité l'autrice, j'ai trouvé la couverture très jolie. Et comme j'avais bien aimé son précédent, je me suis dit que ça allait bien me plaire. Alors, il faut savoir que je ne suis pas une grande fan de romance. Et là, je dois dire que j'aurais peut-être dû m'abstenir sur ce titre-là, parce que c'est pas du tout ce que j'aime dans la littérature, ce que j'aime lire. Là, c'est vraiment une histoire très très simple. On est avec Iris, qui est une jeune trentenaire qui perd brutalement ses parents, les 2 en même temps. Et en fait, on apprend que ses parents avaient quand même beaucoup de biens immobiliers. Et donc, elle hérite entre autres de leur maison de vacances en Espagne, là où elle a passé tous ses étés depuis toute petite. Et bon, elle est choquée par la mort de ses parents, mais ça passe vite quand même. C'est l'impression que ça donne. Et en fait, on va très vite tomber dans une romance, parce que quand elle va retourner dans la maison en Espagne, justement, elle est prof, donc elle a les vacances scolaires, donc à chaque vacances scolaires, elle peut y retourner. Et donc aux premières vacances scolaires qui se dessinent, enfin même avant, parce que suite au décès de ses parents, le collège, le lycée lui accorde des congés exceptionnels. Donc elle décide de partir directement en Espagne, faire quelques travaux pour rendre la maison un petit peu plus agréable. Et bien sûr, elle va tomber sur son voisin qu'elle a connu quand elle était enfant. Et tout de suite, il va se passer quelque chose entre eux. Vraiment une attirance qu'elle ne comprend pas, qu'elle refuse. Et donc, il va se passer des trucs. Et après, elle revient à Lyon parce que elle doit quand même assurer ses cours. Et là, un de ses étudiants s'est lancé à Paris de réussir à séduire sa prof. Et donc voilà, elle va faire des allers-retours entre l'Espagne, Lyon. Et forcément, il va y avoir quelque chose entre le mec en Espagne et le mec à Lyon. Et en fait, tout est basé sur le sexe. Il n'y a pas vraiment de développement des personnages. On sait vite fait, on sait plein de choses sur, sur leur physique, sur leur mentalité vite fait, mais c'est vraiment pas très développé. Même si j'ai l'impression qu'on en sait plus sur les hommes que sur Iris elle-même. Je trouve qu'on passe un peu trop vite là-dessus. En plus, elle a un surnom qui est Lila. Ça serait bien qu'on nous explique pourquoi, parce que ça n'a aucun rapport, Iris ou Lila. En général, quand on a un surnom, il y a un lien, à part le fait que ce soit 2 fleurs, mais je vois pas. Donc j'aurais bien aimé qu'on nous explique ça. Et il y a énormément de sexe. C'est vraiment que ça du début à la fin. Au début, il n'y a même pas de sentiments, c'est vraiment de l'attirance purement physique. Et c'est presque ça jusqu'à la fin.
Ce n'est vraiment qu'à la fin où elle développe des sentiments. Et bah, honnêtement, moi, ça m'a un petit peu laissé sur le cul parce que c'est pas que j'ai pas aimé parce que ça se lit tout seul et voilà, on veut quand même savoir quel choix va faire à la fin. Mais c'est pas ce dont j'ai l'habitude de lire et bah, il manque des choses. Enfin, il y avait plein de trucs à développer, notamment bah, sur le décès des parents. Alors, c'est un décès très très brutal, hein, mais voilà, on aurait peut-être aimé en savoir plus sur ses rapports avec ses parents, même s'ils avaient l'air très proches. Mais elle fait son deuil un petit peu trop vite, à mon sens. Et le fait que ce soit vraiment des relations purement physiques, des deux côtés, ça pose question aussi. Donc voilà, donc ça n'a pas été une super lecture. Je pense que ça va quand même me marquer parce que c'est pas le genre de choses que j'ai l'habitude de lire, donc je pense que ça m'a marqué. Mais voilà, sinon la plume est sympa et tout, mais l'histoire n'est pas assez profonde pour moi en tout cas. Et pour une fois, j'ai envie de vous parler de livres audio. Vous savez que j'en lis de temps en temps, mais je vous en parle pas forcément. Mais là, je viens de finir une trilogie qui a été vraiment très 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 sympa, que j'ai commencé tout début janvier. Donc vous savez, quand je faisais plein d'allers-retours avec l'ancienne maison et tout, j'avais commencé le premier tome, en ne sachant pas que c'était une trilogie. C'est à la fin du premier tome que j'ai compris que c'était une trilogie parce que bah, ça appelait une suite. Et il s'agissait de Les rêves de nos mères, de Karine Pitoki. Donc ça c'est le tome 1. Après j'ai enchaîné avec Les cendres sous les coquelicots, tome 2. Et du coup j'ai terminé avec le tome 3, Les heures incertaines. Alors je vais vous faire un résumé très 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 rapide. Enfin, je ne vais même pas vous faire un résumé, je vais juste vous donner le contexte. En fait ça se passe... je vais parler globalement des 3 tomes. La trilogie se passe globalement pendant la Première Guerre mondiale. Ça commence un petit peu avant et ça se finit un petit peu après. Donc on couvre vraiment l'ensemble de la Première Guerre mondiale au cours des 3 tomes. Ça se passe en Angleterre. Enfin, en tout cas, les personnages principaux sont britanniques. On part d'une grande maison, donc d'un comte et d'une comtesse. C'est vraiment elle, comment elle s'appelle, Lady Ashford, qui vient de perdre son mari, qui est du coup veuve très très jeune. Elle est complètement démoralisée, vraiment en grosse déprime. Tout le monde essaye de la réconforter, de lui redonner goût à la vie, mais rien n'y fait, jusqu'au jour où elle apprend qu'elle est enceinte. Elle est tombée enceinte juste avant que son mari décède. Et voilà, ça a été un cadeau, c'est le dernier cadeau de son mari, donc elle ressuscite à ce moment-là. Et après, il va se passer d'autres choses. Donc vraiment le cœur de l'histoire, c'est vraiment cette famille, la famille Ashford, qui a un grand domaine, des terres, des domestiques et tout ça. Mais ça va vraiment pas être centré sur eux parce que justement, bah, les domestiques font partie de l'histoire, notamment une domestique qui a quitté la maison Ashford pour se marier et donc elle part à Londres. Et en fait, c'est un mariage assez malheureux, très triste, où elle subit la violence conjugale. Et à un moment, elle en peut plus, et elle va se tourner vers un homme de main. Comment s'appelle cette famille? Ah, j'ai oublié. C'est une famille d'Irlandais qui fait de la contrebande, n'hésite pas à tuer les gens qui les gênent et tout ça. Mais ils vont aider cette jeune femme. Ils vont faire en sorte que son mari ne revienne pas, qu'il ne vienne pas l'embêter, sinon il le menace de mort. Et donc ils vont la prendre sous leur aile. Et du coup, c'est ce qui va lier, c'est les Murphy, la famille Murphy. Et du coup, c'est ce qui va lier un petit peu ces deux familles. Le clan Ashford, qui est une famille bourgeoise, de l'aristocratie britannique, et les Murphy, qui sont une bande de racailles londoniens, mais qui viennent d'Irlande. Donc c'est vraiment autour de ça, vraiment beaucoup de choses. Mais bien sûr, bah, il y a les premières guerres mondiales qui vont arriver. Les Britanniques vont être sollicités, notamment la Royal Air Force. Certains des personnages du coup vont partir, même beaucoup vont partir en guerre en France, en Belgique, en Allemagne, en Russie. Du coup, on va suivre ces différents personnages à différents endroits d'Europe. Et au bout d'un moment, ils vont revenir en Angleterre et donc l'histoire va continuer avec tous les bouleversements que ça a engendré. Et franchement, j'ai beaucoup aimé cette saga. Notamment parce que pour une fois, c'est pas sur la Seconde Guerre mondiale, mais sur la Première Guerre mondiale.
avec un prisme qui est différent parce que ça part de l'Angleterre. Mais j'ai bien aimé aussi parce que ça touche différentes classes sociales. Et le fait que ce soit mélangé, qu'il y ait des liens, qu'il y ait des interactions, on parle même de Churchill, c'est un des personnages à un moment donné, il apparaît quelques fois, et franchement j'ai beaucoup aimé. Il y avait vraiment une vision d'ensemble de la guerre, avant, après, pendant les différents personnages. Il y a même des princesses russes qui vont venir en Angleterre. Donc franchement j'ai trouvé ça vraiment une pépite, et franchement les trois... à la suite, bon, pourtant j'ai mis du temps, hein. J'ai mis janvier, février, mars, avril, on est mi-mai, donc j'ai mis presque 5 mois à l'écouter, mais parce que je l'écoutais par petits bouts quand j'avais le temps en fait, quand j'avais une activité qui se prêtait bien à l'écoute audio. Donc franchement j'ai beaucoup aimé, en plus c'est pas juste la Première Guerre mondiale en plus, parce que ça touche à différents thèmes. On parle de la place de la femme, que ce soit dans la famille, dans la société, du droit de vote, de leur importance pendant la guerre. Et il y a aussi des soldats américains qui viennent par la suite, notamment des soldats noirs, et du coup on nous parle du racisme. Enfin, le fait que ces soldats noirs en France ne vivent pas le racisme, mais ils vont le vivre une fois qu'ils vont retourner aux États-Unis. Enfin, vraiment, il y a plein de questions essentielles qu'on trouverait peut-être banales aujourd'hui, mais qui ne le sont pas du tout et qui ont vraiment eu une émergence, qui ont commencé à prendre de l'importance justement à partir de cette Première Guerre mondiale. Et franchement, je l'ai trouvée hyper intéressante. La lectrice était très bien aussi. J'ai souvent du mal avec les voix. Là, ça m'a pas posé de problème du tout. Donc franchement, je suis très contente. Je l'ai écoutée sur Audible. Donc franchement, voilà. Je vous parle pas souvent de mes lectures audio, mais j'ai trouvé que celle-ci, ça valait le coup. Je sais que c'est sorti chez Charleston en version papier. Mais même avant ça, avant que ça sorte chez Charleston, c'était sorti chez les éditions Edmond. Edmond ou Egmont? Edmond. Voilà. Et en plus, je crois que c'est une maison d'édition qui reverse une partie à des associations caritatives, enfin, quelque chose comme ça. Donc voilà. En tout cas, je suis sûre que vous pouvez le trouver, que ce soit en audio ou en papier, normalement, voilà. Et c'est sorti depuis quelques années. C'est récent, mais je trouve qu'on n'en a pas assez entendu parler. Je sais que sur YouTube, j'en ai entendu parler qu'une seule fois, de la part d'une actrice Charleston. Mais sinon, à part ça, j'en ai pas entendu parler. Donc voilà, donc comme je disais, je vous en parle pas souvent, mais celle-ci, ça me tenait à cœur de vous en parler. Voilà, on arrive à la fin de ce vlog lecture. J'espère que vous aurez passé un bon moment avec moi, comme d'habitude. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous lisez en ce moment et si ça vous plaît. Et on se retrouve bientôt pour de nouvelles vidéos. Ciao!